Bonjour et bienvenue dans notre podcast Penser et Parler. Comme depuis les 3 derniers épisodes, je suis toujours avec Akonefa, notre interlocuteur qui nous accompagne dans cette série de podcasts. On a parlé de beaucoup de thématiques, on a vu vos commentaires et on vous incite à continuer à envoyer des commentaires sur nos plateformes, nos différentes plateformes, donc YouTube, Spotify, Deezer et toutes les autres plateformes. Alors, donc aujourd'hui, on a un nouveau terme là avec moi aujourd'hui. Bonjour Akonefa. Bonjour. Comment tu vas? Je vais bien. Et à la forme? Ça va, ça va. Ok. Alors, aujourd'hui, on va parler de filiation, c'est ça? Oui, on va parler de filiation. Pourquoi tu as choisi ce thème-là? Et là, j'ai même des questions qui arrivent dans ma tête. Ouh là là, ça pleut. Tout simplement parce que, vous savez, nous sommes dans un pays où le mariage traditionnel, qui est le plus pratiqué, n'est pas reconnu. Et la plupart du temps, les jeunes aujourd'hui se marient et ils ne comprennent pas toujours les implications du mariage. Oui. Et dans nos traditions, le mariage renvoyait d'abord au principe de filiation des enfants. Et au Gabon, généralement... Tu penses que les gens dans notre tradition se mariaient pour les questions de filiation ou bien des questions d'alliance? Traditionnellement, c'était la filiation qui était au centre du mariage. Parce que le Gabon a deux types de filiation. Les peuples du Gabon ont deux types de filiation. On a des peuples de filiation matrilinéaire et les peuples de filiation patrilinéaire. Ce qui donnait la filiation de l'enfant, c'est le mariage. Vous allez prendre un exemple. Je suis obligé de prendre cet exemple parce que c'est la culture que je connais le plus, parce que nous sommes dans un pays où il y a beaucoup de cultures et on ne peut pas tout maîtriser. Chez les peuples Fan, par exemple, lorsqu'un enfant naissait hors mariage, il adoptait automatiquement la filiation de sa mère. Ouais. Un enfant né hors mariage adopte la filiation de sa mère. C'est ce que le code civil gabonais applique. Oui, le code civil gabonais l'applique, mais ça s'appliquait bien avant le code civil. Il obtenait la filiation de sa mère, alors que lorsque la mère était mariée au père, l'enfant avait la filiation du père. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, des Pounous, où mariés, l'enfant adopte la filiation de la mère. Ils sont matrilinéaires. Et au fil du temps, on se retrouve souvent avec des réalités qu'on ne maîtrise pas, surtout dans les mariages multiethniques. Et ces problèmes-là se règlent souvent à des moments où c'est très sensible. Ouais. Au moment des décès, au moment de... Je vais prendre un exemple. Un enfant de filiation patrilinéaire, qui a épousé une fille pour nous de filiation matrilinéaire. Lui, dans sa tête, cet enfant est de sa filiation parce qu'il est patrilinéaire. Là, quand tu parles d'épouser, tu parles de quelle épouser? Épouser à l'état civil ou épouser à la coutume? Je dis dès le départ que c'est le mariage traditionnel qui est le plus pratiqué, même s'il est illégal au Gabon. Mais il y a très peu de couples ici qui ne passent pas par là avant de faire l'état civil. L'état civil vient toujours en seconde position. Et même quand les gens font l'état civil avant le mariage traditionnel, vous allez voir qu'ils vont toujours aller faire cette étape-là. Cette étape-là est toujours là. Le mariage traditionnel, bien que pas reconnu, et ce problème se pose dans notre société depuis un certain nombre d'années où la légalisation tâtonne. À un moment, on dit on est en train de vouloir légaliser, à un moment, on n'en parle plus, après on revient et tout. Parce que si on en parle, si ça revient à chaque fois, c'est parce que la réalité sociologique et la réalité au quotidien... Est-ce que la légalisation sera la solution au mariage coutumier? Surtout en cas interethnique. Parce que le mariage coutumier, le vrai problème, c'est un cas de mariage interethnique. Là, c'est au niveau de la filiation. Oui, mais c'est ça. C'est-à-dire que les problèmes qui naissent des communautés, c'est du fait du mariage interethnique. Et même souvent dans les mariages ethniques. C'est pour ça que je dis, en réalité, lorsqu'on parle de la légalisation, parce qu'il est important de parler de filiation, parce que lorsqu'on parlera de légalisation, il faut légiférer en regardant ce qui existe réellement. C'est pour ça que je prenais l'exemple d'un enfant de père Fan, patrilinéaire, et de mère Pounou, matrilinéaire. Tu es sûr que les enfants sont patrilinéaires? Si. Dans quel domaine? Dès qu'un enfant a adopté une femme, les enfants adoptent la filiation patrilinéaire. Dans quel domaine la patrilinéarité la prône? Mais je dis bien... Dans tous les domaines. Oui. Quand il y a un décès.
Quand il y a un décès, l'enfant, celui qui parle, c'est la famille du père. Lorsque cet enfant est né dans un mariage, dans une liaison où le mariage a été contracté, c'est les parents du père qui parlent. C'est vrai que nos traditions donnent, même chez les femmes, la tradition donne un large pouvoir aux oncles. Parce que, par exemple... les oncles, c'est la mère? C'est la mère. Ça donne un large pouvoir à la mère parce que, en réalité, quand on parle de ce problème de filiation, la filiation, dès l'instant où vous naissez dans un mariage, toutes les personnes, parce que la parenté chez les femmes, elle est clanique. Oui. Elle est vraiment clanique. Tous les gens du clan de votre mère sont considérés comme vos oncles ou vos mères pour les femmes. Vos mères. Parce qu'on dit bien mère. On fait le distinguo chez nous, chez les femmes, au Gabon, on fait le distinguo entre l'oncle, la tante, le père et la mère. Les sœurs de la mère sont considérées comme étant les mères. Les frères du père sont considérés comme étant les pères. Alors que les frères de la mère sont considérés comme des oncles, il y a un mot qui les désigne. Les sœurs du père sont considérées comme les tantes. Donc, mais là, c'est biaisé. Non, c'est pas biaisé. C'est pas biaisé. Le problème, c'est que si on regarde notre société avec un prisme occidental, voilà. C'est ça qui pose problème. C'est ça, parce qu'on regarde notre société avec un prisme occidental. Un prisme occidental. Mais c'est pas bien. Le problème qui se pose sur ça, c'est quoi? C'est que notre société, au départ, était des sociétés de l'oralité. Oui, de l'oralité. De l'oralité. Ce qui faisait que lorsque on donnait, par exemple, l'arbre généalogique à un enfant, il arrivait à se retrouver parce que lorsque quelqu'un se présentait à lui en lui disant « nous sommes parents, nous sommes ceci », quand il faisait son arbre généalogique de manière orale, on le percevait parce qu'on était une société de l'oralité. Aujourd'hui, nous ne sommes plus une société de l'oralité. On a tendance à penser que nous sommes encore une société de l'oralité, mais l'écrit est arrivé. Moi, j'ai fait un exemple simple. Hein. J'ai fait mon arbre généalogique. Après, j'ai essayé de prendre ceux des cousins et tout. Et c'est là où on se rend compte que parfois on a des gens qui disent « Oh, on va me dire que je ne peux pas sortir avec cette fille parce que c'est ma soeur, les parentés sont trop grandes. » Mais lorsque essayez de prendre son arbre généalogique, votre arbre généalogique, vous voyez là où vous liez, et puis essayez de vous projeter sur l'avenir. C'est là où vous allez vous rendre compte que, mais en fait, le petit-fils, l'arrière-petit-fils de mon frère va dire la même chose un jour parce qu'il veut épouser mon arrière-petite-fille. Mais quand vous vous mettez dans cette situation où vous avez ce panorama écrit, dessiné, imagé devant vous, vous vous rendez compte que les parentés qu'on trouve souvent compliquées lorsqu'on vous le dit oralement ne sont pas aussi compliquées que ça. Ce que vous trouvez souvent éloigné n'est pas aussi éloigné que ça. C'est juste que quand on vous le dit de manière orale, alors que vous, c'est l'écrit aujourd'hui que vous utilisez, vous n'arrivez pas à vous projeter. Mais pourquoi on ne les écrit pas alors ? C'est vraiment le problème de notre société. Donc, nous sommes devenus une société de l'écrit, mais on continue à donner l'impression que nous sommes une société de l'oralité. Parce qu'il y a des problèmes qui vont se poser, il faut donc d'abord qu'on commence de manière simple. La filiation dans nos sociétés culturelles est soit patrilinéaire, soit matrilinéaire. Deux situations. Patrilinéaire, ça veut dire que l'enfant appartient à la lignée du père. À la lignée du père, et matrilinéaire, ça veut dire que l'enfant appartient à la lignée de la mère. Voilà. Maintenant, quand le mariage, quelles que soient les coutumes, l'enfant appartient toujours. On reste dans le même scénario. Non, là, le problème qui se pose, c'est ce que j'étais en train de soulever. Non, ne posons pas d'abord les problèmes. Non, mais... Ne posons pas d'abord les problèmes, étalons d'abord les situations. Oui, là, on a parlé dans quel cas ? On va aller sur les situations. Je vais prendre des situations. Toujours en prenant l'exemple sur ces deux coutumes. Pour définir, pour identifier les filiations. Pour identifier les filiations. Si vous avez deux parents de même filiation, ça veut dire deux femmes qui se marient, deux pounous qui se marient, il n'y a pas de souci, parce que chacun sait que nous avons cette filiation, on la suit. Mais prenez maintenant... Laquelle ? Quand deux pounous se marient. Deux femmes qui se marient, ils savent que nous sommes de filiation patrilinéaire. D'accord. Donc les enfants vont appartenir à la lignée de mon mari. Et lorsque deux pounous se marient, les enfants vont appartenir à la lignée de ma femme. Ça, c'est traditionnellement parlant. Ça, c'est traditionnel. Là, moi, je suis en train de parler de la tradition. On est dans la tradition. Maintenant, vous allez prendre un enfant qui épouse une pounou,
La pounou, elle sait qu'elle est matrilinéaire. Les enfants doivent avoir sa filiation. Le fan, c'est qu'il est patrilinéaire. Les enfants doivent avoir sa filiation. Donc, on se retrouve dans une situation où un enfant va naître avec une double filiation. Parce que chaque parent considère que l'enfant appartient à ma lignée. Dans l'inverse, un pounou qui va épouser une fille fan. La fille fan sait que nous sommes patrilinéaires, les enfants appartiennent à la lignée de mon mari. Donc. Et le gars, lui, sait que les enfants appartiennent à la lignée de ma femme. On se retrouve avec un enfant qui n'a pas de filiation. Ouais. C'est des aspects dont on ne réfléchit pas souvent. Mais l'enfant, quand il part, il connaît sa situation. Il sait que même s'il fait l'enfant avec une fille pour nous, c'est son enfant. Surtout là, on est dans le cadre du mariage. Je parle du cadre du mariage. C'est pour ça que je dis que lorsqu'un enfant va épouser une fille pour nous, leur enfant va se retrouver avec une double filiation. Parce que le père considère que ce sont mes enfants. La femme aussi, elle considère que c'est l'enfant du père. Mais dans le sens inverse, un pounou qui va épouser une fille femme, elle sait que les enfants, ce sont les enfants de mon mari, lui sait que ce sont les enfants de ma femme. Et donc, on se retrouve avec un enfant qui n'a pas de filiation. Traditionnellement parlant, cet enfant n'a pas de filiation. Un enfant qui a un père de filiation matrilinéaire et une mère de filiation patrilinéaire. Il n'a pas de filiation. Ah, mais là, tu es dans le cadre du mariage traditionnel. Mais je parle des mariages traditionnels. Le code civil, vous savez, le problème qui se pose dans notre pays, il faut le dire. On est allé, on a copié nos lois parce que partout, hein, moi je n'ai pas fait droit, mais j'ai toujours entendu ceux qui ont fait droit en disant que les lois s'appuient sur nos us et coutumes. Mais nos lois au Gabon ne s'appuient pas sur nos us et coutumes. Nos lois au Gabon reposent sur le code Napoléon. Jusqu'à preuve du contraire, on ne me dira pas, je ne suis peut-être pas juriste, mais je sais de ma formation d'historien que Napoléon n'était pas gabonais. Napoléon n'était pas gabonais. Il a fait son code qui, en réalité, s'adressait aux Français. Vous imaginez, dans notre pays, les gens peuvent être très modernes, mais ils réagissent toujours avec un certain côté traditionnel. Avant d'aller loin, je viens de voir un truc dans le code civil gabonais. Oui. Je ne sais pas si on dit la filiation légitime est établie par le mariage des parents. Oui. Le mari, c'est la présomption de paternité. Le mari de la mère est présumé être le père de l'enfant né pendant le mariage. Oui. Si l'enfant est né hors mariage, il peut être légitimé par le mariage ultérieur de ses parents. Revenons là. On est dans une situation... Là, c'est le code civil. Là, c'est le code civil. Venons aux situations traditionnelles. Maintenant, oui, tu vas trouver une femme qui a déjà 3 enfants. Oui. Tu l'épouses. À la coutume, les enfants, là, c'est pour qui? Déjà, il faut retenir une chose. Hein. Dans la tradition femme, par exemple, tout enfant né avant la dot, tout enfant né avant le mariage, même quand ses parents se marient, il appartient à la famille de sa mère. C'est juste que la société, avec le temps, a adapté les choses, a essayé d'adapter les choses. C'est pour ça qu'on fait, quand vous épousez une femme avec qui vous avez fait des enfants... C'est le même gars qui a grossi la fille qui épouse après. Même si c'est lui, l'enfant appartient. C'est ça la tradition. Maintenant, les gens avec la modernité, ils ont adapté. C'est pour ça qu'on demande déjà de payer les enfants. Parce qu'on demande souvent de payer les enfants. Payer les enfants. Mais quoi, tu veux dire qu'avant, dans les traditions, ça n'existait pas? Non. Et il y a des gens qui... Donc la femme allait en mariage, elle laissait les 3 enfants qu'elle a fait au village. La base de la fortune chez les femmes, par exemple, c'était les enfants. Plus vous avez des enfants, plus on considère que vous êtes puissant. C'est pour ça que ça faisait que tu vas vivre avec une fille. Ses parents ne vont jamais te forcer à l'épouser. Ah, d'accord. Parce que tant que tu ne l'épouses pas, ils sont tranquilles, c'est leurs enfants. Les enfants là, ne portaient même pas le nom de leur père. Ils n'avaient rien de leur père. Mais c'est ta famille qui va commencer à te dire, ben, toi, tu vas jouer le coq chez eux. Tu es malade, tu vas jouer le coq chez eux. Parce que le coq fait des enfants, mais les enfants appartiennent à la poule. Donc, c'est la famille, la famille de l'homme qui poussait au mariage. Parce que pour eux, faire des enfants hors mariage, on s'appauvrit pour enrichir les autres. Mais avec la modernité et du fait qu'aujourd'hui, l'enfant n'est plus vraiment une richesse, l'enfant est devenu une charge. Parce que plus on a des enfants, plus ça coûte cher. Oui.
Et donc, les oncles se désengagent, les grands-parents se désengagent parce qu'on va continuer à dire cet enfant n'a pas de père. C'est pour ça qu'on adapte le jour du mariage. On dit il faut donner quelque chose en compensation pour qu'on te donne l'enfant. L'enfant que toi-même tu as fait. L'enfant que toi-même tu as Mais fait. si c'est le cas de l'enfant que tu n'as pas fait, mais tu épouses la femme. Non, mais si c'est l'enfant que tu n'as pas fait, tu ne peux pas te revendiquer être le père de cet enfant. Donc la loi est contraire à la tradition. Oui, la loi est contraire. La tradition est contraire à la loi. Bien sûr. Parce que Donc je trouve j'ai une bien femme dit que j'aime qui a 3 enfants. oui. Je l'épouse, les enfants la restent. Moi, je l'amène au mariage. Non, mais je l'amène dans mon village. Tu peux les garder parce que dans la tradition, enfin, par Là, exemple, tu parles dans la modernité. Mais mais si on était là, dans je la parle tradition, dans ça la veut dire qu'elle tradition, se enfin, déplace de son village parfois, dans mon village avec 3 par- gares qui parfois- ne sont pas oui, de mais mon parfois, sang. ils pouvaient le prendre et c'est pour ça qu'on utilise une expression enfant qui est simple. Moi, c'est moi, bien, moi, L'enfant n'appartient pas à son géniteur, il appartient à celui qui l'a élevé. C'est ce qui faisait que, dans la tradition femme, par exemple, tu as doté une femme. Déjà, il faut comprendre une chose, c'est que chez les femmes, seule la femme divorce. L'homme ne peut pas divorcer. Le mot n'existe que pour la femme. Traditionnellement. Traditionnellement. Là, moi, je suis dans la tradition. Le code civil, je ne sais pas. Je suis dans la tradition. Parce que le code civil, n'importe qui peut le lire, mais on essaye d'édifier des jeunes sur nos traditions, le peu qu'on connaît sur nos traditions. Seule la femme divorce. Ce qui faisait que tu as doté une femme, vous êtes mariés. Le divorce intervenait à quel moment? Dès qu'elle décide de rembourser la dot, elle a divorcé. Mais quand elle part, elle laisse ses enfants, hein, parce que les enfants sont nés dans la dot. Voilà, il fallait m'expliquer ça. Voilà. Quand elle part, elle laisse ses enfants. Ça, les c'est enfants le cas où il y a le mariage. Quand il y a le mariage. Maintenant, si elle ne t'a pas remboursé ta dot, elle peut aller vivre, elle peut venir vivre avec moi 10 ans, 20 ans. Tous les enfants qu'elle fera porteront ton nom. C'est ça. Ce sont tes enfants. Parce que c'est toi qui as doté la femme, c'est ta femme. C'est pour les mêmes raisons, par exemple, qu'on donnait l'autorisation à une femme d'épouser une autre femme. Oui, épouser, ça veut dire donner une dot. Voilà. Mais Parce c'est que, pas elle qui sera son mari. Non, parce que d'Afresh, tu as eu une fille. Tu n'as eu que cette fille-là. Et tu te vois que ta lignée va disparaître. Tu dis, ma fille n'ira pas en mariage, je vais faire des enfants pour moi, pour perpétuer ma lignée. Et puis elle se rend compte qu'elle est incapable de faire des enfants. Mais elle peut travailler. Elle va travailler, elle va constituer une dot, elle va aller doter une jeune fille qu'elle va emmener dans votre village, qui sera la femme de celui qui veut. Mais lorsque ces enfants-là naissent, ces enfants-là porteront ton nom à toi, parce que ce sont tes enfants. Ce sont ses frères et sœurs. C'est pour les mêmes raisons qu'on dit, il y a une autre expression, enfin on dit, c'est le neveu qui enfante les oncles. Ça veut dire, parce que nous utilisons ce qu'on appelle le lévira. C'est quoi ça? Il y a le principe du lévira et du sorora. Le sorora et le lévira, c'est l'héritage de la femme. Lorsqu'il y a des peuples qui vont donner une femme en compensation et d'autres qui vont donner un mari en compensation. Le sorora, ils vont donner une autre femme au mari quand on donne une sœur. Le lévira, on donne à la veuve un des frères de son mari. Les femmes pratiquent le lévira. Et dans le lévira, ce qui arrive, c'est que il peut y avoir que tu n'es pas de frère capable de prendre ta femme. Parce que même quand ton frère prend ta femme, les enfants qu'il fait, normalement, sont tes enfants, même si tu es décédé. Oui. Mais on peut prendre ton neveu utérin, le fils de ta sœur. Le fils de ta sœur peut reprendre ta femme. Mais tous les enfants qu'il fait là, ce sont ses oncles. Parce que ces enfants-là ont ta filiation. Le fils de ta sœur, que ta sœur a eu dans un mariage, un autre mariage. Dans son mariage, à la filiation de son père là-bas. Mais tous ceux qui sont du clan de sa mère sont ses oncles. Donc, lorsque il reprend ta femme, les enfants qu'il fait ne prendront pas son lignage à lui. Il reste dans ton lignage. Et puisque tous ceux qui sont de ton lignage sont ses oncles, ces enfants-là sont ses oncles. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est le neveu qui engendre les oncles. Il prend la femme de son oncle, il fait des enfants, mais ces enfants-là sont ses oncles. Parce que le principe, chez nous, on faisait des bains. Quelqu'un est malade, on pose dans un bain, et puis on dit, il faut appeler la famille maternelle, parce que la famille maternelle a un grand pouvoir chez les femmes.
Elle a un grand pouvoir sur les enfants. On dit il faut avoir la bénédiction d'un membre de la famille maternelle. On n'a pas besoin d'avoir un membre de sang. On a besoin d'avoir un membre qui est du même clan que ta mère. On a besoin d'avoir, ça veut dire, dès l'instant où tes oncles, les frères de ta mère sont décédés, leurs enfants deviennent tes oncles. Automatiquement, ce sont tes oncles. Ouais. S'ils ne sont plus là, leurs enfants, qui sont tes neveux, sont tes oncles. C'est compliqué. C'est pas compliqué, parce que... Mais c'est ce que tu disais depuis le début, c'est compliqué à comprendre. Mais parce qu'on ne veut pas, je dis, là on est toujours dans la réalité. Il faut le mettre en image, en disant que le clan de la mère, tous ceux qui sont du clan de la mère, sont tes oncles. Donc tous les Essabedzom sont mes oncles. Voilà. Tous les Yenguin sont mes pères. S'ils sont des hommes. S'ils sont de même échelon que ton père, ce sont tes pères, mais ce sont tes frères. Quand tu croises un Yenguin que tu ne connais pas, c'est ton frère. Tu ne dis pas mon père. Tu dis, c'est mon frère. D'accord. Mais quand tu croises un Essabedzom, peu importe, la première chose que tu dois dire, c'est tonton, maman. Alors que les Yenguin, quand tu es au milieu des Yenguin, tu es un Yenguin. Tous les Yenguin sont tes frères. Bon, moi, mon père, il n'a pas doté ma mère, mais il a épousé ma mère à l'état civil. Selon la tradition, tu es Essabedzom. Voilà. Voilà. Je sais que tu voulais en arriver là. Bon, selon la tradition. Hein? Mais comme toi, tu aimes beaucoup le code civil fait que tu es Yenguin. Donc, quelle est ma situation traditionnelle? Traditionnellement, Je suis Essabedzom. tu es Essabedzom. Ton père n'a même rien à dire sur toi. Traditionnellement, tu es Essabedzom. Ça veut dire que ton village, c'est celui de ta mère. Ouais, Adangé. Voilà, c'est le village de ta mère. Et puis, lui, ça, on n'appelle pas, en réalité, c'est le géniteur. Le bon terme, quand quelqu'un n'a pas épousé une femme, il est géniteur de ses enfants. Il n'est pas père. Il est géniteur. Parce que la paternité s'acquiert avec le mariage. Le mariage traditionnel. Traditionnel ou civil? Non, moi, je dis... Bon, on reste dans le traditionnel. Je suis dans le traditionnel. Le civil, les enfants peuvent l'apprendre partout. Mais il faut qu'on apprenne à nos enfants. Aujourd'hui, moi, j'ai des amis. Quelqu'un s'est marié, hein. Elle s'est mariée et puis elle a des problèmes avec son mari. Elle s'est mariée à la tradition, on n'a pas encore fait l'état civil. Elle a des problèmes avec son ami et son mari. Et puis elle dit non, moi je vais arrêter cette relation, je vais me barrer et puis c'est fini. J'ai dit, mais tu ne peux pas te barrer comme ça, il faut divorcer. Divorcer de quoi? J'ai dit, tu dois rembourser la dot. Quelle dot? Moi, le travail que j'ai fait chez lui, j'ai fait ceci, j'ai dit, ça ne compte pas. Ouais. C'est comme si tu disais, si tu avais mis l'alliance, tu dis, tu ne vas pas faire l'état civil au tribunal. Chaque coutume a ses règles. Pourquoi les gens veulent qu'on continue à faire un mariage qui n'a pas des effets en droit? On est déjà dans la modernité. On n'a pas modernisé son mariage. Il n'a pas de valeur juridique. Il n'a pas des effets en droit. Même traditionnellement, il n'a même plus de puissance. Oui. Pourquoi on continue à le faire? Il a de la puissance. Non, il n'a plus. Je vais le dire. Il y a des gens qui se sont séparés là. Tu n'es même pas au courant qu'ils se sont séparés. Oui. Est-ce qu'il y a une procédure de séparation dans le mariage traditionnel? Parce que nous sommes dans des pays où on a décidé d'affaiblir considérablement nos traditions. On a décidé d'affaiblir nos traditions. Parce que le problème de la légalisation du mariage, du mariage traditionnel au Gabon, j'ai regardé un peu quand on en parle, mais on en parle, on veut le légaliser avec le prisme, toujours avec le prisme occidental. Parce que lorsqu'on va décider réellement de légaliser ce mariage en lui donnant toute la valeur qu'il doit avoir, ça ne va pas se faire simplement par des députés à l'Assemblée nationale qui ne maîtrisent pas tous les rouages des mariages. Parce qu'au Gabon, il n'y a pas une seule forme de mariage traditionnel. Il y a plusieurs formes de mariage traditionnel. Ça veut dire que lorsqu'on légifère, on peut dire que quand c'est des gens de même ethnie, où les règles sont déjà connues, il n'y a pas de problème. Mais on va se retrouver où il y a des mariages multiethniques. Dans un mariage multiethnique, c'est à ce niveau-là que l'État doit légiférer et mettre des règles. Moi, je trouve aussi que même dans les mariages
uni-ethnique, donc c'est-à-dire dans la même ethnie, Oui. on va quand même prendre le cas des Pounou. Bon, toi, tu dis que les Pounou, chez eux, Ils sont matrilinéaires l'enfant appartient à la lignée du père et de la mère. de la mère. Donc, si je fais un enfant avec une fille, moi, je m'appelle Moussavo. La fille s'appelle Marundu. Si je fais un enfant avec une fille, mariée, la femme, les enfants là vont s'appeler Moussavou comme moi. Mais ces enfants appartiennent à un autre gars qui s'appelle Bakita. C'est ça. Ils appartiennent aux frères de la mère. Oui, le frère de la Oui. mère. Ce qui Ou bien c'est dans des situations. Non, c'est pas dans les situations. Ce qui se passe chez nous, c'est que une filiation matrilinéaire ou patrilinéaire, la résidence a toujours été virilocale. Ça veut dire que le couple s'installe toujours chez l'homme. Mais je dis que ce problème-là, qu'on comprend pas très bien aujourd'hui, mais moi qui en parle, je ne maîtrise pas parfaitement. Ouais, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont réagir. Ce problème-là se règle souvent dans des conditions pénibles. Ça veut dire que c'est au moment des décès que ça se règle. C'est au moment des successions. C'est pour ça que on s'est souvent retrouvé avec des gens qui disent « Oh, la famille de mon mari est venue me dépouiller. » Mais parce qu'en réalité, l'héritage que tu laisses quand tu es de filiation matrilinéaire, l'héritage que tu laisses, c'est pour tes neveux. Ouais. C'est pour tes neveux, parce que c'est eux tes enfants. Et donc, quand on dépouille la femme, elle ne réagit plus elle réagit selon le code civil. Dans le code civil. Ça crée des tensions. Parce que ça crée des tensions. Ça crée des tensions dans quel domaine? Je suis une femme. Mon mari est un homme aisé. Je vois que les enfants que je viens de faire là, ne vont pas hériter des biens de mon mari. Oui. Ce sont les enfants de sa sœur qui vont hériter des biens de mon mari. Ça crée des frictions. Mais c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le problème, c'est ce code civil. C'est la modernité. Parce qu'à l'époque, ça ne posait pas de problème, puisque tout le monde grandissait en sachant où est sa place. Aujourd'hui, les gens ne connaissent pas leur place. Aujourd'hui, nous sommes nombreux à avoir dans nos maisons des enfants qu'on a fait avec des filles sans les avoir épousées, mais qu'on récupère, qui sont déjà nos enfants, alors au mépris de la tradition. C'est ça les réalités. C'est que la modernité s'est implantée dans nos vies, Oui. sans qu'on ne l'intègre totalement. Nous sommes un peuple hybride, ni moderne, ni traditionnel. Ni moderne, ni traditionnel. Je prends un exemple, même quand on sort de la filiation, on sort du mariage. Le Gabonais en général, quand on va lui parler de tradition, c'est pas important. Ça sert à rien, c'est des histoires, c'est pas important. Mais dès qu'on dit sorcellerie, oui, c'est bon, ça existe. Mais prenez un Européen, vous lui parlez de sorcellerie, les gens qui s'envolent la nuit et qui mangent des gens, il va penser que vous racontez des science-fiction. Parce que à un moment, ça existait dans leur société. Oui, mais ils ont déjà dépassé ce stade-là. Ils ont mué. Parce que dans leur société, il y a beaucoup de choses aussi qui ont évolué. Même par rapport au mariage et par rapport... beaucoup de choses ont évolué. À l'époque où la sorcellerie existait, il y avait des seigneurs, il y avait des serfs, il y avait le principe de mariage avec une fille vierge, et il y avait même le droit de cuissage. Pour ceux qui ont regardé le film de Mel Gibson, Braveheart, Oui. on voit que c'est ce principe de droit de cuissage qui entraîne la rébellion de William Wallace. Ouais. Parce que les seigneurs anglais avaient ce qu'on appelait la prima nocte sur les Écossais. Oui. Quand une fille écossaise se mariait, elle devait passer la première nuit avec un seigneur anglais. Donc, mais ces choses-là n'existent plus. Eux, ils sont totalement modernes, ils ont intégré leur règles. Mais malgré ça, aujourd'hui, le mariage en France n'est pas forcément le même qu'aux États-Unis. Le code civil français n'est pas le même que le code civil américain. Mais nous avons un plagiat, on nous a imposé un code civil qui vient d'ailleurs, qui ne tient pas compte de nos réalités, qui ne s'appuie sur rien qu'on comprend. On ne le comprend même pas. On est dans un pays où les gens vont vous dire la loi, mais demandez combien connaissent cette loi-là, demandez combien ont même pris la peine de lire la loi. Moi, j'ai été surpris quand j'étais en première année à l'IST, qu'on me dit que la majorité au Gabon, c'est 21 ans révolus. Je dis, ah bon?
Oui, on dit c'est 21 ans révolus. Je ne sais même pas si on a modifié ou si c'est toujours 21 ans révolus. Mais moi, j'étais surpris d'apprendre que c'était 21 ans révolus. Tu pensais que c'était quel âge? 18 ans. D'accord. Hein? Comme beaucoup de Gabonais. Il y a plusieurs majorités. Il y a la majorité pénale, la majorité civile, la majorité sociale. Oui. La majorité matrimoniale, c'est 15 ans. Genre, une femme peut aller en mariage à 15 ans avec l'accord des parents. Je ne sais pas s'ils ont changé ça dans le code civil. Mais combien de Gabonais le savent? Mais demandez aux Gabonais, quand vous devez vous marier, vous allez faire quoi? Il va vous parler de la dot. Vous voyez qu'il y a des lois qui existent, mais qui n'existent que dans un papier que personne ne lit. D'accord. Il y a une petite préoccupation qui m'est passée par la tête là. Tu sais que le dialogue national inclusif, ils ont parlé de questions de nationalité et d'origine pour avoir accès à un poste. Je pense que ils parlent d'origine ou bien de nationalité. Même quand ils parlent de ça, je l'ai dit la dernière fois. Oui, la dernière fois. Notre filiation fait que c'est là où je voulais en venir. L'avoir évoqué pose un problème avec nos filiations. Voilà, parce que je voulais en venir. Et je l'ai dit, la filiation peut te faire changer de nationalité alors que tu es d'origine gabonaise. Et c'est pour ça dans cette situation, tu te retrouves comment? Je dis, prenons, on en connaît beaucoup, enfants de pères non gabonais, qui sont nés dans les années 70, 80, 90, où on avait encore nos parents qui appliquaient la loi. Moi, je connais des enfants qui sont nés à cette période-là. Tout le monde sait très bien que son père n'est pas gabonais. Mais dans ces papiers, il n'y a aucun... Parce que la tradition s'est imposée que l'enfant est né hors mariage. Le grand-père donne tout son nom. Même parfois, même la mère n'a même pas le nom dans l'acte de naissance. Parce que c'est la tradition qui s'appliquait. Le grand-père est assis, c'est que ma fille est enceinte. Elle n'est pas mariée, c'est mon enfant. Quand l'enfant naît, il appelle Bamingema. Lui-même, c'est Ngemo Bami, il appelle l'enfant Bamingema et puis on lui dit il faut aller déclarer. Bon, il va à la mairie, il déclare Bamingema, il met son nom, Ngemo Bami, il met le nom de sa femme et tout. C'est comme ça. Donc, c'est ça notre tradition. Un enfant né hors mariage, le père ne devient père que lorsqu'il a épousé une femme. Donc, dans la situation où un enfant né hors mariage d'un père, disons, béninois et d'une mère gabonaise, l'enfant, là, il est d'origine gabonaise et d'origine béninoise. Si on est dans on est dans un cas où s'il n'a pas épousé. S'il n'a pas épousé. C'est la fille, c'est l'enfant. C'est l'enfant de la gabonaise. Les parents l'ont reconnu, même si on sait que son père est béninois. Et c'est pour ça que je disais que le danger, plus tard, c'est qu'il y a beaucoup d'enfants métis. Moi, je connais des enfants métis. On sait s'il est métis de peau blanche, on sait forcément qu'il y a un parent qui n'est pas gabonais. D'accord. Mais d'où le père et la mère dans l'acte de naissance sont son grand-père ou son oncle avec sa mère. Mais on va lui dire demain, on va faire comment pour prouver qu'il n'est pas 100% gabonais. Il n'est pas de père et de mère gabonais. Parce que dans ces papiers, ceux qui l'ont reconnu, ils ne l'ont pas reconnu, ils ne considéraient pas qu'ils violaient la loi. Oui. Parce qu'ils s'appuyaient sur leur tradition. Et leur tradition leur donnait le droit de reconnaître cet enfant comme ça. Parce que le géniteur et le père sont différents. Ma soeur m'a fait un enfant hors mariage, c'est mon enfant, je le reconnais. Mais on va regarder, parce qu'un enfant de père béninois, malien et tout, il peut passer, il est noir, il peut facilement... Mais un enfant métis, il arrive, il est métis, et puis on lui dit, bon, il va dire, je m'appelle Mungengi. Oui, Mungengi. Ma mère, c'est Marundu, mon père, c'est Mungengi. Ah, mon petit, métis comme ça. Mais les parents n'ont pas violé la loi, parce qu'ils ne connaissaient pas cette loi-là. Oui. Et pourquoi ils ne connaissaient pas cette loi? Parce que cette loi ne repose sur aucun fondement traditionnel du Gabon. D'accord. C'est des lois qu'on a prises, j'ai dit... Moi, ce que j'ai appris, c'est que notre code repose sur le code Napoléon. Mais aujourd'hui, on demande un certificat de nationalité à des filles qui font des enfants avec des étrangers hors mariage. Le seul moment où on demande le certificat de nationalité, c'est quand, dans l'acte de naissance, on voit que la nationalité du père, le père n'est pas gabonais. Oui, mais ils ne sont pas mariés. Non, selon le code civil, l'enfant appartient à la fille. Donc, c'est un Gabonais. Pourquoi tu me demandes un certificat de nationalité alors que c'est mon enfant?
Ou bien c'est moi qui pose mal la question? Non, tu ne poses pas mal la question. Au contraire, tu la poses même très bien. Parce que le problème, c'est ça. Tu vois à quel moment, nous-mêmes, nous ne savons pas ce qu'on a pris comme code civil. Le code civil dit que c'est quand ils sont mariés que l'enfant appartient au mari. Oui. N'est-ce pas? On va voir ton enfant. D'après, tu es gabonais, de père et de mère. Mais bon, tu as épousé une Sénégalaise. On va voir dans l'acte de naissance que une Française. Tu as épousé une Française, une Allemande ou une Américaine. Non, une Française, reste une Française. Tu as épousé une Française. Mm-hmm. Et puis, on va voir dans l'acte de naissance que la nationalité de la mère, elle est française. Et puis, on va te demander d'apporter, on va dire à cet enfant de fournir le certificat de nationalité. Et pourtant, on dit que comme vous êtes mariés, l'enfant t'appartient. Mm-hmm. Moi, je peux même aller plus loin. Il y a des pays, chez nous ici, qui n'ont pas le principe de double nationalité. On vient de le vivre au Cameroun avec Tofis, où on a dit que comme il a adopté la nationalité, je pense, espagnole, de facto, il a perdu la nationalité camerounaise parce que le Cameroun n'accepte pas le principe de double nationalité. Bon, un enfant de père camerounais et un enfant de parents camerounais et parents gabonais, quand on va lui demander le certificat de nationalité, si son acte de naissance, on dit déjà qu'il est au Gabon et que la loi dit qu'il faut avoir un parent gabonais pour être gabonais, parce que s'il doit avoir la nationalité camerounaise, il est obligé de renoncer à la nationalité gabonaise. Parce qu'il n'y a pas de principe. Pour ceux de parents français, je peux encore comprendre. Parce que là-bas, on peut être franco-gabonais, on peut être franco, tout ce qu'on veut. Mais on ne peut pas être camerouno, autre chose. Oui. Mais, je dis, nous allons avoir ce problème où on va regarder un enfant, un gars métis au Gabon. Oui. Et on va lui dire, tu peux pas occuper cette fonction parce que quand on te voit, tu es un parent qui n'est pas gabonais. Mais à ce moment-là, nous violons la loi parce que les parents, c'est dans l'acte de naissance. Hein? Même chez les Blancs, il y a des familles blanches qui adoptent les enfants noirs. Oui. Tout comme toi aussi, tu peux décider d'adopter un petit Ukrainien. Bon, mais moi, je ne parle pas ça par rapport à la nomination ou bien par rapport au poste. Moi, je parle de ça par rapport à la cohérence, en fait. Mais c'est cette cohérence-là sur laquelle je veux venir. Quand on décide d'indexer quelque chose sans tenir compte de la psychologie générale des populations, pourquoi ces enfants vont se retrouver dans cette situation? Ils se retrouvent dans cette situation, peut-être des enfants nés après 2000, oui, mais ceux qui sont nés dans les années 60, 70, 80, même 90, ils sont nés avec des parents, des grands-parents ou des parents qui avaient encore leur tradition chevillée au corps. Mais il y a des sociétés qui respectent ça, hein, à la lettre. Bah, tu fais un enfant avec une fille française, hors mariage, l'enfant est français. Ils ne vont pas demander le certificat de nationalité. Mais c'est pour ça que je dis que nous aussi, on devrait le respecter. Pour faire le passeport ou bien pour faire un papier à l'enfant, ils ne vont pas demander un certificat. On devrait le respecter parce que nos traditions le disent. Tu n'as pas épousé la femme, l'enfant appartient. Tu as épousé, l'enfant t'appartient. Bon, là, je parle pour ceux qui sont patrilinéaires. Oui. Mais, donc, ceux qui sont matrilinéaires, on se retrouve dans à peu près les mêmes configurations. Ça veut dire qu'il suffit qu'un enfant ait un parent gabonais. Le certificat de nationalité, en réalité, je n'ai jamais compris pourquoi on le demande. Parce que même les documents qu'on demande là-dedans, moi, je peux aller prendre une autre nationalité et renoncer, et puis je viens pour produire un certificat de nationalité au Gabon, il le vérifie comment? Parce qu'on demande des papiers du parent gabonais, on demande l'acte de naissance des papiers du parent gabonais. Mais entre-temps, je serais peut-être allé dans un pays qui n'accepte pas la double nationalité, j'aurais acquis une autre nationalité. Tu vois qu'il y a toujours ce problème d'émotion. Mais donc, si on ne retourne pas à nos origines, on ne va pas comprendre les tenants et les aboutissants à nos traditions, pas à nos origines. Si on ne repart pas à nos traditions, on ne va pas comprendre les tenants et les aboutissants de la filiation. Parce que là, on est dans l'embrouillamini. Là, comme tu le dis, on est dans tout et dans rien. Parce que on se retrouve avec des lois qui disent une chose
on se retrouve avec la tradition qui dit une chose, et on se retrouve avec des personnes qui, au gré de leurs intérêts, les pratiques, oui, au gré de leurs intérêts, peuvent choisir soit de s'appuyer sur la tradition, soit de s'appuyer. Mais même dans nos traditions aussi, les gens choisissent maintenant. Moi, j'ai un grand frère Mais parce que... qui a été enterré au village de sa mère. Non, ça se faisait. Bah non. Non, ce qui s'est toujours passé. Tu as des hommes qui épousent une femme, Oui, mais... et puis on va enterrer la femme au village de ses parents. Elle est mariée, elle appartient à une nouvelle famille. Là, à ce niveau-là, c'est la modernité. Mais pour l'enfant, tu as vu comment la modernité marche sur la... Mais c'est ce que je dis. Le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la modernité, qu'on ne comprend pas bien, marche sur la tradition, qu'on comprend un peu mieux, mais pas forcément bien. La tradition voulait coacher les femmes lorsque quelqu'un décède. Si on décède ici à Libreville, et puis que la personne, elle doit aller dans son village. Moi, je l'ai vécu avec mes oncles. Doit aller dans son village. Le village de sa mère est peut-être avant son village. Si la voiture doit passer avec le corps, vous devez marquer l'arrêt au village de sa mère pour leur demander l'autorisation de traverser avec le corps de leur enfant. Parce que c'est l'enfant. C'est leur enfant. Chez vous, quand vous êtes au village de votre mère, vous êtes l'enfant. Vous avez le droit de faire toutes les bêtises que vous voulez. Okay. Vous êtes protégé. Déjà, on a toujours dit que quand quelqu'un avait peur de la sorcellerie chez lui, il devait se réfugier au village de sa mère où il était totalement protégé. Donc, vous devez demander l'autorisation pour... Parce que les hommes peuvent dire, on bloque le corps ici et puis ils l'enterrent là. Vous ne pouvez pas faire la force. Vous devez négocier. Maintenant, ce qui arrive pour la femme qu'on va enterrer, tout comme on voit aujourd'hui, une femme qui décide de faire des obsèques de son mari. Mais dans notre tradition, la femme ne décide pas de faire des obsèques de son mari. Le mari enterre sa femme. La famille du mari enterre ta femme. Et ta famille t'enterre. Dès qu'elle est mariée, elle est du même village que son mari. Il y a des familles qui viennent récupérer le corps de leur sœur pour aller enterrer dans leur village. Mais on se retrouve dans les histoires de modernité. On se retrouve, je sais que certains peuples du Sud faisaient quoi? Lorsque une femme décède hors mariage, on demandait au mari de doter le corps. Au gars qui a gardé la fille sans voilà, la marier. De doter le corps. Mais on se retrouve avec des peuples, même des femmes, qui font la même chose. Ah bon? Bien sûr. Déjà arrivé chez les femmes. Il y a des familles qui vont te demander, tu as gardé notre soeur, il faut doter le corps, ça devient des problèmes. Le deuil, le pagne, machin et tout. Les peuples du Sud savaient pourquoi ils portaient le pagne. Et ils savaient à quel moment, ils savent pourquoi ils portent le pagne, ils savent à quel moment ils l'enlèvent. Mais bon, les peuples aussi ont adopté le pagne, mais c'est beaucoup plus, pour moi, un groove, un buzz qu'autre chose. Parce qu'on reconnaît ceux qui reviennent de Libreville, ils ont tous fait la même tenue, ils ont fait des t-shirts, ils viennent se balader. Mais on dit qu'il y a des gens qui portaient le pagne, parce que chez les autres, quand ils portent le deuil, tant que la période où vous devez enlever le deuil n'est pas arrivée, vous n'enlevez pas ces tenues-là, vous les portez. Et vous voyez qu'il y a des choses que les gens ont adoptées sans qu'ils comprennent. Moi, en discutant avec les Altogovéens, les Batéké au Bambaï, le principe de la dot n'est pas le même que chez les femmes, par exemple. Chez eux, la dot, c'est l'enclume. La dot, c'est l'enclume. Oui. L'argent qui est donné peut être partagé. Oui, c'est accessoire. Le principal, c'est l'enclume. C'est l'enclume. Alors que chez les femmes, la dot, c'est l'argent. Tous les biens qui viennent au Mais au Swabi King, c'était quoi alors? Parce que l'argent a remplacé un Swami King. Un Swami King, c'était des métals qu'on donnait. Et l'argent, on a des pièces. Mais la dot, c'est l'argent. La dot doit servir à aller doter une autre femme. C'est pour ça que la dot, normalement, chez les femmes, ne se partage pas. Mais les gens, ils partagent l'argent de la dot. Mais parce qu'on va dans tout. Les peuples... Là, tu es en train de m'expliquer qu'on est des gars clairement perdus. Mais nous sommes perdus. Les peuples, les Batéké, les Obamba, l'enclume, vous avez déjà vu qu'on dit qu'on va découper l'enclume pour se partager. Non, on prend l'enclume parce que l'enclume va servir pour un autre mariage. Et chez les femmes, normalement, la dot, l'argent qu'on donnait, doit servir à les doter. Donc, quand on te le tend à toi, c'est toi le père. Si tu as un fils qui est célibataire, tu poses et tu lui dis, il faut chercher une femme parce que tu vas doter la femme avec ça. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent humiliant qu'on lui dise qu'il va épouser avec la dot de sa sœur. Mais c'était ça la tradition. Les sœurs, on avait des sœurs pour
nous doter des femmes. Mais ça ne marche plus. Aujourd'hui, un homme dote sa femme, sa fille, il prend le pognon, il donne même pas au frère de la fille. Mais c'est ce que je dis, que l'argent est devenu plus important que les règles traditionnelles. C'est triste. C'est la même chose que j'ai dit. Tu dis à une fille femme aujourd'hui que bon, on t'a doté, si tu veux arrêter la relation, il faut rembourser la dot. Elle te dit rembourser quoi? Machin et tout. Mais on est même arrivé à des situations où quelqu'un, elle dit bon, moi je me suis marié, on a doté une fille femme. Et puis quand on doit partager les cadeaux qu'on a emmenés le jour de son mariage, même elle vient s'asseoir pour partager. Et puis elle va prendre même certains trucs qu'elle va emmener. Et le mari va accepter de manger. Tu ne peux pas manger les éléments de ta dot. J'ai écouté une intervention dans le match du week-end, une émission qui passe sur Urban FM le samedi, animée par Teresa de Castro, où un gars a appelé, il a dit qu'il vivait avec une fille qu'il l'avait dotée. Je ne sais pas s'il avait doté, il avait fait les fiançailles. En tout cas, il s'était présenté chez les parents avec des cadeaux. Je crois qu'il avait doté la fille, mais il traînait pour faire le mariage à l'état civil. Et un autre gars l'a doté. Et les parents ont accepté. Et la fille est partie. Je vais prendre le cas. S'il a fait seulement les présentations, les présentations, ça ne veut rien dire chez les femmes. Vraiment, ça ne veut rien dire. Le cococo. Mais ils ont inventé un truc qui s'appelle le cococo. Mais on ne fait qu'inventer des choses. Il y avait les présentations. Les femmes disaient, le mariage chez les femmes, c'était, on vient, tu trouves une fille dans son village, tu l'emmènes avec toi, les parents suivent, on donne la dot. C'est pour ça que la dot là-bas, c'est d'abord une histoire de clan, de village. Après, bon, les mariages modernes ont voulu qu'on fasse ce qu'on fait là. Donc, on sait que les femmes appellent Akouloudzan, c'est quoi? Akouloudzan, à l'époque, c'était, tu aimes une fille dans le village voisin. Tu es un jeune dynamique. Donc, si tu as tué un rapalmiste ou un petit truc, tu vas donner, c'est pour qu'on sache que non, tu es un prétendant. Ah, d'accord. Après, ça a été transposé à ce qu'on appelle, lorsqu'on fait ce qu'on appelle maintenant un coup de zan aujourd'hui, vous allez toujours entendre quelqu'un qui dit un cadeau. Oui. Parce que ça ne veut rien dire. Tu es venu montrer le corps que je suis un prétendant. Je suis un prétendant. Ça veut dire que si il y a un autre prétendant qui vient et qui dit moi je dote, c'est lui qu'on considère. Donc dans ce cas-là, quelqu'un d'autre peut venir doter, tu n'as rien à dire. Mais maintenant, s'il a doté effectivement cette fille et que quelqu'un d'autre est venu doter, la dot que l'autre est venu donner, on doit lui restituer sa dot. Parce que cette fille-là divorce à ce moment-là. D'accord. Pour qu'elle puisse contracter un deuxième mariage, il faut que celui qui est venu doter, parce que c'est ce qu'on fait. Tu as pris une femme mariée, c'est une femme mariée, tu dois rembourser la dot. On l'a souvent dit, tu dois rembourser la dot. C'est pour dire que quand tu rembourses la dot, tu fais divorcer ta femme et c'est maintenant ta femme. Si quelqu'un d'autre veut la prendre, il doit te rembourser ta dot parce que le remboursement de la dot, c'est le divorce. Le divorce chez les femmes, c'est le remboursement de la dot. C'est pour ça que j'ai dit, s'il n'a pas remboursé la dot dans la tradition, si tu as épousé ma soeur et puis moi je donne en mariage, je mange les 2 dots. Mais toi, les enfants qu'elle va faire avec le nouveau mari là, quand vous arrivez au corps de garde et que tu réclames que ce sont mes enfants, il y a une dot sur elle, ce sont mes enfants. Le mari ne peut rien dire. Parce qu'il aurait dû se rassurer que cette femme n'a pas encore été dotée. S'il ne s'est pas rassuré, c'est son problème. Mais si les parents prennent la dot, les parents doivent lui dire que la femme n'a déjà été dotée. Mais il y a des parents malhonnêtes. Toi, tu n'es pas son parent, c'est ta femme. Imagine, tu es assis, je te mets ça dans le contexte du code civil. Tu as mis l'alliance à une femme, vous êtes mariés et tout. Et puis tu apprends qu'elle est mariée à quelqu'un d'autre. Elle va en prison. Quand tu la mets en prison, est-ce que tu vas te préoccuper que les parents de la femme ou la femme auraient dû dire à l'autre que elle est déjà mariée? Non, c'est lui qui aurait dû se rassurer que la femme que je viens épouser là n'est pas mariée. C'est la même chose. Tu viens épouser une femme, tu viens doter. Il faut te rassurer qu'elle ne doit pas la dot à quelqu'un donc elle n'est pas attachée. La dot, c'est l'alliance. Autant on enlève l'alliance pour le mariage, autant on doit rembourser la dot pour divorcer. Donc, c'est à toi de te rassurer que la femme que je vais épouser, effectivement, elle n'est pas mariée à quelqu'un d'autre. Mais les problèmes de filiation sont quand même terribles dans nos traditions. Chez les Miennes, il y a quelque chose qu'ils appellent les donduna. C'est-à-dire qu'après plusieurs années même, un homme peut venir reconnaître son enfant et partir avec lui. Même si tu l'as élevé pendant 30, 40 ans.
ils font même, ils donnent des gars de 60 ans. Bon, je ne sais pas trop comment ça se passe chez les miennes, mais je dis chez les femmes. Tu as épousé une femme. Elle est partie, elle a fait un enfant. Hein? Même après 20 ans, 30 ans, tu reviens simplement. C'est mon enfant, il y a la dot. C'est ton enfant, tu récupères. Parce que c'est ça la règle. Les lois sont faites pour être respectées. C'est pas parce mais que nos lois traditionnelles ne sont pas identifiées. Donc nos traditions ne peuvent même pas les constituer en institution. Si, on peut. Il faut simplement qu'on se donne la volonté de le faire. Le problème, c'est qu'on ne se donne pas la volonté de le faire. On trouve tout difficile. C'est pour ça qu'on se retrouve avec... Quand on parle même du principe d'inceste chez nous, quelqu'un va te dire c'est un peu trop compliqué. Mais c'est pas compliqué. Je sais, moi, en tant que femme, que toutes les femmes du clan de mon père, qui sont de mon clan paternel, qu'ils soient gabonais, équato-guinéennes, camerounaises, congolaises ou saoutéennes, dès qu'ils sont du clan de mon père, le mariage est impossible. C'est dans le clan de ma mère que je dois regarder. Mais il y a des gens qui disent, ah, ça c'est les trucs des noirs, ça. Non, on s'en fout. Mais ils disent que c'est les trucs des noirs. Mais je vais leur dire une chose. Vous savez, hein, le type de parenté que les blancs nous ont amené là, c'était réservé pour les prolétaires, les pauvres, les incultes, qui ne savaient ni lire ni écrire. Ils ne pouvaient pas pousser leur filiation très loin. Donc, on a adopté la filiation, les parentés de pauvres en Europe, comme si c'était un modèle. Quand vous prenez la famille royale en Angleterre, ils peuvent vous dire tous ceux qui sont leurs parents dans toutes les familles royales à travers le monde. Ils peuvent vous... Parce que c'est des familles riches, c'est des familles... La noblesse arrive à retracer. Ils vont vous dire, c'est mon cousin à tant de degrés. Et nous, on arrivait à le faire. Mais aujourd'hui, qui on a envoyé en Afrique pour venir nous civiliser? Des gens qui de basse classe. Des prêtres. Mais là, beaucoup de prêtres étaient des gens de basse classe. Des prêtres qui venaient chez nous, c'était des gens de basse classe qui ont appris à lire à l'église. Leur famille ne savait pas lire, leurs parents ne savaient ni lire ni écrire. Donc, leur parenté s'est limitée au fait que j'ai mon père, ma mère et mes frères et sœurs. Mais la noblesse de leur parenté ne se limitait pas à ça. La noblesse en Europe, leur parenté allait aussi loin que nous, on projette nos parentés. Continuez le débat chez vous, continuez à nous suivre sur nos plateformes digitales. On vous remercie toujours de suivre notre podcast Penser et Parler d'Afresh et Akonefa. À la prochaine.